Très bien. Alors, je cède maintenant la parole à notre collègue de Verdun, qui dispose d'environ 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer les collègues, Monsieur le ministre, les collègues de l'opposition et les collègues de la banquette du gouvernement aujourd'hui. Je vais débuter par une question de suivi. On s'est quitté jeudi soir concernant ce qu'on appelait les dépenses récurrentes et non récurrentes dans le tableau impact des éléments sans récurrence sur la croissance des dépenses de portefeuille. Alors, je voulais savoir si Monsieur le ministre m'avait dit qu'il allait revenir là-dessus concernant s'il avait des dépenses non récurrentes là, dans la colonne des dépenses 2025-2028. OK. Alors, est-ce que notre sous-ministre a le droit de parole? Avec consentement. Parce que votre question était très précise et le ministère des Finances, on a plusieurs experts ici, a pris le soin de préparer une réponse à votre question. Alors, consentement, Madame la sous-ministre, pour les fins de nos travaux, pourriez-vous d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Pardon, je vais tasser mes choses. Oui, bonjour, Julie Gingras, sous-ministre des Finances. La question que vous nous aviez posée, c'était d'essayer d'avoir un taux de croissance qui était corrigé, en tout cas, ou ajusté sur la même base que les ajustements qui avaient été faits pour l'année 2024-2025. En fait, cet ajustement-là ne peut pas être fait pour 25-26, puisque les ajustements qui ont été faits pour 24-25, c'est des éléments ponctuels et imprévisibles qui sont arrivés en cours d'année. Donc, l'objectif de notre taux de croissance ajusté était de nettoyer pour les éléments ponctuels qui étaient arrivés en cours d'année et qui n'étaient pas récurrents. Donc, vous comprenez qu'en début d'année, on ne peut pas anticiper les éléments ponctuels qui pourraient arriver et qu'on devra retirer. Éléments ponctuels, donc on parle des imprévus. Puis c'est quels les imprévus en 2024-2025, juste pour bien comprendre la... il y avait les inondations, OK. définitivement. Trouver la page est dans le document. C'est la page F43, vous avez encore. F43 du budget. Et puis, on parle en éducation, le plan de rattrapage, au niveau du secteur des transports, il y a eu une modification comptable qui a amené 1 milliard de dépenses en 24-25. Après ça, il y a les pertes sur les placements en économie et puis un autre, 216 millions. Donc, ces dépenses ponctuelles sont incluses ici dans les crédits, donc 2024-2025, dans la colonne. Ces dépenses ponctuelles sont incluses là. Elles sont dans la dépense 24-25. Lorsqu'on les retire, ça fait baisser le dénominateur qui fait augmenter légèrement le taux de croissance 25-26 sur 24-25. OK, je comprends. Alors, mais juste pour bien comprendre, dans le tableau, parce que c'est le tableau de référence, là, impact des éléments sans récurrence sur la croissance des dépenses de portefeuille, la colonne 24-25, ici, on a retiré... Oui. Okay. Bien, c'est lorsqu'on dit 24-25 comparable, troisième colonne à partir de la droite, oui. On corrige le 153-406, on l'amène à 151-524. OK. Donc, dans la colonne 25-26, cette colonne-là n'est pas corrigée? Non. Mais, par exemple, ce qui pourrait se passer, on a une provision en 25-26 de 2 milliards. Il pourrait y avoir des événements ponctuels. Par exemple, s'il y avait des feux de forêt, des inondations. Okay. Mais on irait chercher l'argent dans la provision, puis ça fera monter la dépense 25-26 avec des dépenses non récurrentes. Donc, OK, je comprends, là, c'est juste pour la façon de lire, par exemple, si je prends santé et services sociaux, la façon de lire la variation en pourcentage 3,1 %. Ici, dans 25-26, pardon, dans la deuxième colonne, à partir de la droite, là, vous nous dites qu'elle n'est pas corrigée, c'est-à-dire qu'ici, il y a quand même... Est-ce que vous avez calculé une sorte
des dépenses qui pourraient être non récurrentes. Est-ce qu'elles sont là-dedans? Non. Non. Elles vont être ajoutées par la suite. Elle serait ajoutée, c'est-à-dire que Parfait. si la dépense excède le 65,527 qui est prévu pour des raisons non anticipées, la dépense va augmenter. Et le premier endroit où on prendrait ces crédits supplémentaires, c'est dans la provision. Et donc, mettons qu'il y en aurait pour 473 millions, mais le 25-26 deviendrait 66. Je comprends. Donc, on peut s'attendre à que, mettons, les 65 000 ici peut revenir l'année prochaine parce que c'est des dépenses qui sont récurrentes. On pourrait s'attendre à que cette même montant-là revienne l'année 2026-2027. Oui, mais en fait, il risque d'être plus haut, là, ajusté pour les coûts de Ajusté système. avec les coûts de système. Parfait, Voilà. ça répond à ma question initiale. Merci beaucoup. Laissez-moi une seconde parce que je voulais retourner. On avait rapidement aussi discuté du bouclier fiscal, mais on n'avait pas eu le temps d'aller en détail. Vous savez, il y a eu l'abolition du bouclier fiscal dans ce budget-là. On pense le bouclier fiscal venait compenser les pertes de certains transferts sociaux fiscaux. On parle des 140 000 personnes qui étaient touchées, qui seraient touchées annuellement pour une perte moyenne de 244 $ par contribuable. J'aimerais ça vous entendre, Monsieur le ministre. Pourquoi s'en prendre dans cette mesure? OK. Alors, ça, c'est une mesure, le bouclier fiscal fait référence au TEMI, le taux effectif marginal d'imposition. Et lorsque ça a été introduit au Québec, c'est certain que la réflexion originait de la chaire en fiscalité et finances publiques, puis des milieux académiques, puis disait lorsque vous gagnez des revenus supplémentaires, vous perdez des transferts sociaux fiscaux et donc votre taux marginal d'imposition sur vos revenus supplémentaires peut être affecté. Et puis là, il faut bien comprendre qu'il y a aussi toute la question de la fiscalité fédérale et des transferts sociaux-fiscaux fédéraux aussi, là. Parce qu'au Québec, on a un régime fiscal plus complexe et il y a des interactions entre les revenus supplémentaires qui sont gagnés puis les transferts sociaux-fiscaux du fédéral puis du Québec, puis etc. Bref, le bouclier fiscal est une mesure complexe, non récurrente, c'est-à-dire que vous l'avez une fois, que non seulement elle est complexe, mais elle est incomprise. Et lorsque Luc Godbout et son équipe, la chaire finalement, a sorti ses papiers de recherche sur les dépenses fiscales, ils ont admis que c'était une mesure qui avait une valeur théorique, mais qui, en pratique, puisqu'elle est non récurrente et difficile à comprendre, elle n'entre pas dans le processus de décision des individus. Et donc, elle est inefficace. Et on avait une recommandation que, puisqu'elle est inefficace et incomprise, une suggestion de l'éliminer par l'auteur lui-même. Un des auteurs. Je reviendrai si j'ai un peu plus de temps, mais merci pour la réponse générale. J'aimerais ça avoir quand même le temps de toucher à divers sujets. Donc, on va sauter un peu. J'entendais tout à l'heure la discussion qu'on a eue sur les tarifs de Trump puis l'effet sur l'économie. Une des mesures qui est envisagée, c'est d'alléger les barrières au commerce entre les provinces canadiennes. À cet égard, on parle de ça comme une voie de sortie là, pour augmenter surtout la demande intérieure puis les échanges. De notre côté, nous, on est ouverts à regarder puis plus évaluer avec vous, Monsieur le ministre, les barrières actuelles, mais il y en a certaines qui sont quand même avantageuses pour le Québec. Puis j'aimerais ça vous entendre un peu quelles sont les mesures que le gouvernement de la CAQ veut mettre sur la table en ce qui concerne l'allègement des barrières interprovinciales? Les négociations sur l'espace économique canadien sont la responsabilité de ma collègue, la ministre de l'Économie et le ministre délégué.
Je pense qu'il est clair que la spécificité culturelle et linguistique du Québec doit être protégée. Alors ça, c'est les mesures où on ne veut pas faire de compromis. Et là où il peut y avoir des gains, c'est la mobilité de la main-d'œuvre, la reconnaissance des ordres professionnels, des qualifications, la compétition dans le secteur des transports, l'harmonisation des normes dans le secteur du transport, la compétition dans le secteur de la construction, l'accélération des processus environnementaux. Bref, il y a plusieurs zones où il y a des gains à faire, construction, main-d'œuvre, transport. Puis il y a toujours la question de l'alcool qui est un peu le premier sujet dont on parle, mais qui est le moins important économiquement. Peut-être celui qui a le plus de valeur symbolique et le moins de valeur économique. Et ma question de relance, c'était vraiment voir, de nous rassurer à l'effet que les barrières qui sont relatives à l'alcool et la SAQ, est-ce qu'elles vont être maintenues ou pas? Bien, c'est-à-dire que la SAQ, le monopole, ça paye pour des hôpitaux puis des écoles. Et on a besoin d'investir dans nos hôpitaux et nos écoles. Alors, on va voir comment la discussion évolue, mais c'est certain qu'on veut protéger la capacité de la SAQ de percevoir des marges sur ce qui est vendu au Québec. Mais je vous entends. J'entends entre les lignes, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est relative à l'SAQ? Est-ce que c'est sur la table ou c'est pas sur les tables en ce moment des négociations? Bien, présentement, ce qui a été discuté, c'est la possibilité pour les producteurs canadiens de livrer à domicile directement. Okay? Ce n'est pas le monopole de la SAQ qui est sur la table, là. C'est est-ce qu'un producteur de la vallée de l'Okanagan, là, en Colombie-Britannique, qui a une valeur symbolique parce que c'est beau, puis ils ont un climat différent du nôtre, certainement. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire livrer des vins de la Colombie-Britannique à domicile à Montréal, à Québec, à Sept-Îles? Bon, alors ça, c'est discuté. Puis là, il y a l'idée, puis après ça, il y a la mise en pratique. En pratique, si la SAQ perçoit une marge sur la bouteille de la Colombie-Britannique qui est livrée à Sept-Îles, il n'y a pas d'enjeu. On va continuer à percevoir des revenus sur la consommation d'alcool au Québec. On pourra continuer d'investir dans les écoles et les hôpitaux. Mais je veux juste répéter l'orientation encore une fois, là. L'alcool, c'est pas un projet de société et ça a une valeur symbolique. Les gens, dès qu'on parle de commerce interprovincial, les gens pensent que on va tout libéraliser le commerce d'alcool, on va tout bouleverser, il va y avoir un grand bing-bang dans le marché de l'alcool. Moi, je tiens à vous dire qu'en tant qu'économiste, la valeur économique de ça, c'est très faible. On est dans les symboles. Je vous entends, M. le ministre. Je pense qu'on va avoir la chance de parler de la SAQ à d'autres moments pendant le crédit. On a au crédit, notamment. Au crédit, on va revenir. Il y a d'autres barrières relatives à la transformation du bois. Est-ce que ça, c'est sur la table? Est-ce qu'elles sont maintenues? En toute franchise, je n'ai pas d'expertise dans la transformation du bois. Je ne pourrais pas vous répondre. OK. Donc, ce n'est pas des discussions dans lesquelles vous êtes impliqués en ce moment? Non, pas ce que je sache. J'ai pas vu... Moi, je répète, construction, main-d'œuvre, transport. Il y a un projet pilote sur le camionnage. Il y a des efforts qui sont faits pour la reconnaissance de diplômes. Combien ça prend de temps à un diplômé en sciences infirmières de la Saskatchewan d'obtenir son permis de pratique en Alberta, au Québec?